Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Jaffour, conseiller d'entreprise à la CCI, spécialisé dans le digital, dans un pôle mutation digitale. Et aujourd'hui, on va vous parler de RGPD, donc ce règlement que vous connaissez probablement. Je crois qu'on vient de fêter les 5 ans de ce règlement. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'inviter Nathalie Meyer, qui est spécialiste de ces questions de RGPD pour la société NMC Data Protect. Je vais la laisser se présenter plus en détail. Je rappelle juste quelques modalités pratiques. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions par écrit dans le chat, dans la conversation. On pourra également vous ouvrir les micros en fin de présentation si vous voulez intervenir. On va prévoir à peu près 30 à 45 minutes de présentation de Nathalie et ensuite on prendra les questions. Alors, je précise que la session est enregistrée et sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Et Nathalie me faisait la remarque à juste titre que vous pouvez vous opposer à- à cet enregistrement si vous ne souhaitez pas être filmé ou être enregistré. Vous pouvez nous en faire part par mail. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais laisser la parole à Nathalie qui va prendre la main sur cette présentation. Alors, bonjour à tous. Merci déjà de venir sur ce webinaire. Je voulais juste me présenter rapidement, mais j'ai l'impression que ça... Ah si, ça marche. Ah, ça marche? Oui. C'est bon. Donc, rapidement, je suis Nathalie Meyer, je suis expert en protection des données personnelles et en droit communautaire. Et donc, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle NNC Data Protect, qui met les entreprises en conformité, soit en les aidant et en les formant, soit en faisant la conformité elle-même. Et puis aussi en tant que DPO externe, on en discutait tout à l'heure un petit peu en off. Donc le DPO, c'est un délégué à la protection des données personnelles, parce que dans certaines entreprises, il est obligatoire, dans d'autres, il ne l'est pas, mais fortement conseillé par la CNIL. Donc, nous procédons aussi à ce type de prestation de DPO externe. Mais si vous avez des questions sur ce sujet, j'en reparlerai plus tout à l'heure. Je vais commencer par les bases juridiques. Alors, je sais que ce n'est pas forcément ce qui est le plus attrayant ou le plus sexy par rapport au RGPD, mais c'est juste pour que vous ayez une petite notion de comment ça s'articule. Donc, le RGPD date de 2016 et on avait jusqu'au 25 mai 2018 pour être en conformité RGPD, ce qui veut dire que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, a priori, vous êtes tous conformes RGPD et vous êtes tous très à l'aise avec le RGPD. Mais au cas où ce n'est pas le cas, on a proposé de vous en parler un petit peu et c'est pour ça qu'on a fait un titre un peu humoristique en vous disant que le RGPD, c'est ami qui vous veut du bien. Donc, en plus du RGPD, on a la loi informatique et liberté qui date de 78, qui vient, elle aussi, s'inscrire dans la continuité. Et cette loi informatique et liberté existe encore, elle a été abrogée et puis elle a été mise au bout du jour avec le RGPD aussi en 20 juin 2018. Donc, quand on vous parle de RGPD, il faut avoir à l'idée qu'on parle du règlement qui est européen, mais aussi de notre loi interne, qui est la loi informatique et liberté, que parfois on appelle l'IL, qui elle aussi doit être prise en compte sur la protection des données personnelles. Pour que vous ayez une petite idée, par exemple, lorsque vous êtes sur les sites Internet et que vous avez ces bandeaux qui apparaissent, qui a marqué tout accepté, tout refusé, paramétré, c'est pas du RGPD, là c'est la loi informatique et liberté. Donc elles s'articulent tout le temps l'une et l'autre. Et on a aussi d'autres éléments qui sont dans la protection des données personnelles. On va avoir le code civil, on va avoir le code de la sécurité intérieure, on va avoir le code du travail. Donc en fait, la protection des données personnelles est très très large. Mais aujourd'hui, on a choisi de vous parler plutôt du RGPD. Mais si vous avez des questions sur d'autres domaines, tout à l'heure, dans le temps de questions-réponses, je pourrais vous répondre. Donc déjà, à qui il s'adresse? Il s'adresse à tout le monde, il est très égalitaire. Donc, quelle que soit la taille de votre entreprise, quelle que soit sa forme juridique, le RGPD s'applique. Elle s'applique aussi aux associations parce que c'est une question qui m'est souvent demandée, qu'elle soit à but lucratif ou non. Le RGPD s'applique dès que vous utilisez en fait des données personnelles
quel que soit votre pays d'implantation. Donc, c'est pour ça que vous avez certainement vu qu'il y a eu des condamnations des GAFA par la CNIL, puisque bien qu'ils soient implantés en dehors de l'Union européenne, du moment qu'on utilise des données d'Européens, on doit être conforme par rapport au RGPD et en plus aux lois internes de protection des données personnelles, donc pour nous, la loi informatique et liberté. Quelle que soit l'activité, donc je vous ai dit, même si c'est une association, si c'est une micro-entreprise ou une SARL ou une SA, quelle que soit son activité ou sa forme, le RGPD s'applique, qu'on soit en privé ou en public, elle s'applique aussi. Donc, quel que soit qui vous êtes et ce que vous faites, du moment que vous utilisez des données personnelles de résidents européens, vous êtes sous le cadre de la loi RGPD. Une partie qui peut être intéressante aussi pour vous, c'est de savoir que le RGPD concerne aussi les sous-traitants, puisque c'est ce qui a un peu changé par rapport à avant le RGPD. C'est qu'avant le RGPD, vous étiez responsable de vos données personnelles, mais lorsque vous les confiez à une autre entreprise, l'entreprise prenait le relais sur la responsabilité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si vous confiez des données personnelles à un sous-traitant et vous n'avez pas vérifié que celui-ci est conforme RGPD, vous avez la même responsabilité que lui s'il vient à mal utiliser les données personnelles. Ce qui veut dire que, imaginons que vous soyez un très grand groupe, que vous ayez un petit sous-traitant à qui vous confiez des données personnelles et que celui-là a une violation de données personnelles, vous n'avez pas vérifié qu'il est conforme RGPD, alors vous aurez 4% de votre chiffre mondial. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mises en conformité qui se font en cascade, parce que les grands se sont mis en conformité, et puis les petits, on oblige à les mettre en conformité par ce biais-là, puisque l'entreprise qui va créer une relation avec un petit sous-traitant ne va pas prendre le risque de se voir embarqué dans une violation et d'avoir 4% de son chiffre d'affaires au niveau mondial par sanction parce qu'il n'a pas vérifié et que l'utilisation des données n'a pas été faite correctement. Donc, en résumé, il s'adresse à tout le monde. Dès que vous utilisez des données personnelles, que ce soit à but lucratif ou non, vous êtes sous le coup du RGPD et de la loi informatique et liberté. Je vous ai mis une petite définition parce que ce qui est un petit peu difficile dans le RGPD, c'est de savoir quand on est en présence de données personnelles. Donc, une donnée, on va considérer que c'est une donnée personnelle quand c'est en relation avec une personne physique et elle va nous permettre de l'identifier de manière directe ou indirecte. Donc, la difficulté est de savoir quand on est vraiment en présence d'une donnée personnelle. Je vais vous donner des exemples qui sont assez parlants dans l'univers du BTP. Lorsque vous avez, par exemple, des bouchons d'oreille, ce n'est pas une donnée personnelle. Par contre, si ces bouchons d'oreille sont thermoformés, alors c'est une donnée personnelle, puisqu'on va pouvoir le relier à une personne. Encore une fois, dans le BTP, si vous avez des chaussures de sécurité, par exemple, ça va être considéré comme une donnée personnelle parce que c'est une pointure et que cette pointure, elle est reliée à quelqu'un et que si on prend plusieurs de ces éléments, les uns adossés aux autres, on arrive à identifier une personne. Donc, lorsque vous vous posez la question, est-ce que je suis en présence d'une donnée personnelle? Il faut que vous vous demandiez, est-ce que si j'accumule plusieurs éléments, je pourrais remonter jusqu'à la personne à qui ces données appartiennent. Donc, c'est un petit peu, je ne sais pas si vous étiez, quand vous étiez enfant, vous jouiez à un jeu qui s'appelle Qui est-ce? C'est un peu ça. Il est blond, il a des chaussures, il a des lunettes et une casquette. On arrive à savoir qui c'est. Indépendamment, si on prend un élément à part, on n'y arrive pas. Mais si on le met avec plusieurs, on arrive à la conclusion qu'on arrive à identifier la personne. Donc là, on est en présence de données personnelles. Si vous êtes en présence de données personnelles, vous êtes sous le coup du RGPD et de la loi informatique et liberté qui nous précise que toute personne qui dispose d'un droit de décider et de contrôler l'usage que l'on fait de ces données. C'est pour ça qu'en commençant, j'ai précisé à Karim que ce serait bien de dire si on vous enregistre, vous avez la possibilité de vous y opposer, puisque un des fondements du RGPD, c'est le consentement. Donc, à chaque fois que vous êtes en relation avec une donnée personnelle, il faut que vous pensiez à chaque fois aux droits des personnes qui vous ont confié les données personnelles. Elles ne vous les donnent pas, elles vous les confient pour en faire quelque chose de précis et vous devez leur dire exactement ce que vous allez en faire pour qu'elles sachent et qu'elles puissent consentir correctement.
Je vous ai mis aussi ce que c'est qu'un traitement, puisqu'en fait, lorsque vous avez collecté une donnée personnelle, en général, si vous l'avez fait, c'est parce que vous voulez faire quelque chose avec. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle le traitement de la donnée. Donc, je vous ai mis la définition de ce que c'est qu'un traitement. Si je vous laisse la lire tout seul, parce que c'est vrai qu'il n'est pas très plaisant et il est très long, mais si vous voyez finalement, quoi que vous fassiez avec une donnée personnelle, vous êtes en présence d'un ou de plusieurs traitements. Donc là, par exemple, le fait de faire cette réunion Teams, on va avoir plusieurs traitements qui ont été faits. Déjà, on a collecté vos noms et vos prénoms quand on a fait une inscription. Donc là, on a déjà un premier traitement. Ensuite, on vous a demandé l'autorisation d'enregistrer parce qu'on va avoir un traitement et un droit à l'image. Donc, on a 2 traitements. Et le jour où on va éliminer ce Teams, à ce moment-là, quand on va le détruire, on aura encore un autre traitement. Donc, ça veut dire que là, au minimum, on a 3 traitements qui sont mis en place. Et l'importance de savoir si on a un traitement, c'est parce que chaque traitement ouvre des droits aux personnes qui vous ont confié des données personnelles. Dans votre cas, là, vous nous avez donné l'autorisation de vous enregistrer, mais vous pouvez à tout moment nous demander de ne plus apparaître. Donc, il faut qu'on sache et que vous sachiez ce qu'on a fait de vos données, comment on les utilise, et qu'on puisse vous assurer qu'on va pouvoir les supprimer si vous en faites la demande. Donc, toute cette partie-là, c'est la protection des données personnelles. C'est pour ça que je vous disais que c'est un ami qui vous veut du bien, puisqu'il est là pour vous protéger. C'est un super garde du corps de votre vie privée. Donc, les principes du RGPD, j'ai commencé déjà à vous en parler un petit peu. Le plus important, c'est le consentement. Donc, lorsque l'on demande à quelqu'un de nous confier ses données personnelles pour en faire un traitement, il faut que celui-ci puisse consentir. Pour qu'il puisse consentir, il faut qu'il sache ce que vous allez faire avec. Donc, un consentement ne vaut que si on sait exactement ce qu'on va faire avec vos données. Si on n'est pas en capacité de vous dire ce qu'on va en faire, combien de temps on va le garder, à qui on le destine et comment on va le détruire et comment on le sécurise, à ce moment-là, votre consentement n'est pas valable. On ne peut pas consentir si on n'a pas tous les éléments qui nous sont donnés. C'est ce qu'on appelle la transparence, la loyauté, le fait que ce soit licite et univoque. Si tous ces éléments n'existent pas, vous n'avez pas de consentement et vous ne pouvez pas utiliser les données personnelles. Ensuite, il existe plusieurs types de consentement. Là, le consentement dont je vous parle, c'est le consentement, on va dire, classique. Après, on a une méthode qui est plus simple, qui est le contrat. Lorsque vous avez un contrat, vous avez la base juridique du contrat. Donc, on a déjà tout établi sur un contrat. Des fois, on a ce qu'on appelle une base juridique qui est réglementaire ou légale. Là, c'est la loi qui nous impose de vous demander tel et tel document ou telle et telle donnée. Donc là aussi, le consentement, il est donné par ce biais-là. Et le plus difficile, c'est celui qu'on appelle l'intérêt légitime, c'est celui dont je vous parle. Là, par exemple, le fait que vous soyez contacté ce matin, on n'a pas de contrat avec vous, on n'a pas une obligation légale, donc on ne peut avoir que le consentement. Et donc là, il faut qu'on soit sûr que vous avez bien compris ce qu'on vous demande pour être sûr que votre consentement soit valable. On a une notion de proportionnalité et de minimisation des données. Donc, le RGPD nous demande de prendre le minimum de données possible et qu'on soit proportionnel sur ce qu'on demande. L'idée, c'est que plus vous demandez des données et plus vous avez des risques de les perdre ou qu'il y ait une violation ou vous de les faire voler. Donc, on vous dit, ne prenez que ce qui est nécessaire, n'en prenez pas plus, parce que si vous en prenez plus, vous risquez plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élément de proportionnalité et de minimisation. Par exemple, je vous donne un exemple dans les RH. Vous avez peut-être rempli une fiche de contact en cas d'accident. Sur certaines entreprises, on demande quel est le lien de parenté de la personne à contacter. Là, c'est contraire au RGPD parce qu'il n'y a pas une proportionnalité, une minimisation. Le fait que ce soit quelqu'un de votre famille ou pas n'est pas nécessaire pour vous prévenir qu'un salarié a eu un accident. Donc, on va considérer que vous avez pris trop d'éléments qui ne vous sont pas nécessaires. Donc, lorsque vous êtes en présence de données personnelles et que vous voulez mettre un traitement en face, il faut que vous réfléchissiez, il faut que je prenne uniquement ce dont j'ai besoin et il faut que je sois proportionnel dans mes demandes. Et là, vous collez au RGPD. Il y a ce domaine de transparence dont je vous parle depuis le début, c'est-à-dire que les utilisateurs ou ceux qui vous donnent vos données doivent vraiment être au courant de tout ce que vous allez faire avec
pour qu'ils puissent comprendre comment ça va s'articuler et surtout comment ils vont pouvoir faire respecter leurs droits. Il y a un droit à l'oubli, à la rectification, à l'opposition et à la portabilité. Donc, il faut que, ils soient en compétence de savoir comment ils vont pouvoir l'utiliser. Et vous, il faut que vous sachiez comment vous allez faire pour pouvoir répondre à ce droit-là. Pour revenir à notre exemple de tout à l'heure sur notre lien Teams, lorsque j'ai dit à Karim, il faut faire attention que les personnes soient d'accord avant, puisqu'après, si imaginons elles ne le sont pas, comment on fait pour ne plus qu'elles apparaissent si elles ont parlé, comment techniquement on va pouvoir couper, etc. Donc tout ça, il faut y réfléchir avant, c'est ce qu'on appelle la privacy by design. Je réfléchis avant de mettre quelque chose en place aux contraintes du RGPD pour qu'on puisse bien mettre en place et que tout le long de la vie de cette donnée personnelle, on puisse respecter le RGPD. On a l'obligation d'avoir une fixation de durée de conservation, c'est-à-dire que quand on vous confie les données personnelles, on ne vous les confie pas pour toujours. On vous les confie pour une finalité, et donc cette finalité, il faut qu'elle soit établie et vous puissiez dire à la personne, je vais le garder tant de temps. Le référentiel de la CNIL vous aide en vous donnant les temps de conservation qui sont acceptables et pour que vous soyez conforme. Par exemple, pour les bulletins de salaire de vos salariés, vous pouvez les garder 5 ans après leur départ. Au-delà de 5 ans, on vous demande de les éliminer. Le fait qu'on vous demande de les éliminer, c'est simplement parce que plus vous gardez de documents et plus vous avez de risques qu'il y ait une usurpation d'identité ou une violation. Moins vous en avez, moins vous avez de risques. Et le jour où vous avez une violation, on vous demandera combien de données personnelles ont été attaquées et pourquoi vous les avez gardées et est-ce que vous aviez bien prévu les temps de conservation. Donc tout ça, il faut y réfléchir à l'avance. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir mettre un fichier client, par exemple, en place, il faut que vous réfléchissiez à tout ce qu'on vient de vous dire. Le consentement, la proportionnalité, la minimisation, la transparence, les droits, les temps de conservation et bien sûr la sécurité. On vous autorise à collecter des données personnelles et à vous en servir pour vos entreprises ou pour vos salariés, à condition que vous soyez en capacité de les sécuriser. Donc, on vous demandera de manière obligatoire d'avoir un plan de sécurisation des systèmes d'information, car en cas de violation, on vous demandera comment vous les avez sécurisés, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi votre sécurisation n'a pas fonctionné et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour ne plus que ça n'arrive. Donc, tout ce process-là, vous devez y réfléchir avant d'utiliser les données personnelles. Si vous avez des questions, arrêtez-moi. Hein. J'ai l'impression que peut-être je vais trop vite, non, ça va? N'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de réaction? Attendez, je vais regarder. Parce que je me dis peut-être que je vais un peu vite. Pour l'instant, pas non. Alors, soit je suis très claire, on va dire ça, je suis très claire. Donc, je voulais, par rapport à ce que je viens de vous dire, avoir quelques points de vigilance, notamment dans l'utilisation de listing. Donc, lorsque vous décidez de faire des newsletters ou de la prospection électronique, il faut que vous soyez sûr que vous puissiez utiliser les données personnelles pour justement faire cette newsletter et cette prospection électronique. C'est-à-dire que lorsque vous décidez soit d'utiliser vos propres bases, il faut que vous assuriez qu'il était prévu que vous allez l'utiliser en tant qu'ensuite pour la prospection électronique pour faire des newsletters. Et si vous venez à acheter des listings de données personnelles, il faut que vous puissiez vous assurer que ces données personnelles ont été recueillies conformément au RGPD, que le consentement a été fait de manière conforme pour que vous puissiez l'utiliser. On a eu le cas notamment d'EDF qui s'est fait condamner il y a quelques semaines pour avoir acheté des listings à des data brokers et ils étaient dans la capacité de dire si les formulaires de recueil de données étaient conformes par rapport au RGPD et si le consentement avait été fait et si les mentions d'information avaient été faites. Donc, EDF a été condamné à 300 000 € d'amende pour avoir utilisé des listings sans avoir vérifié d'abord qu'ils étaient conformes ou pas. Il ne peut pas forcément se retourner contre le data broker, il pourra le faire, mais les 300 000 € d'amende, il doit quand même les payer puisque c'est à lui qu'il revenait de vérifier que son sous-traitant était conforme. Ensuite, il pourra se retourner contre son sous-traitant parce qu'on lui a vendu un listing, donc un produit qui était illégal et qu'on ne peut pas vendre un produit illicite, donc il pourra se retourner.
mais il aura quand même cette amende à payer puisqu'il le revenait de vérifier que ces données étaient conformes par rapport au RGPD. La prospection électronique, donc, vous pouvez en faire et vous devez vous assurer que les listings que vous avez sont conformes au RGPD et que donc vous pouvez l'utiliser. Le risque, par exemple là dans le cas d'EDF, c'est qu'une des personnes qui avait été démarchée a demandé à avoir accès à ses droits et a voulu savoir comment EDF avait eu ses coordonnées. Ils lui ont indiqué que c'était un data broker qui lui avait vendu. Et donc, cette personne a voulu vérifier que le formulaire qu'elle avait rempli, c'était bien elle qui l'avait rempli, parce qu'elle n'en avait pas souvenir et donc son consentement n'était pas valable. On a été incapable de remonter sur ce document-là. Donc, là, il y a une condamnation qui est faite puisqu'on ne peut pas prouver que c'est conforme RGPD. Donc, si vous voulez utiliser vos listings, vous pouvez le faire, mais d'abord, assurez-vous qu'ils soient conformes RGPD. Je voulais aussi faire un petit focus par rapport au droit du travail, puisque je vous rappelle que le Code du travail ainsi que le Code civil prévoient que le salarié a droit à un respect de la vie privée sur son lieu de travail. Donc, effectivement, vous devez respecter la vie privée du salarié. Il y a quand même une restriction qui est faite par rapport à son contrat de travail, mais quand même, le salarié a le droit d'utiliser, par exemple, le téléphone, a le droit d'utiliser les mails, a le droit d'utiliser le disque dur, mais bien sûr en respectant le code du travail. Donc, tous ces éléments-là doivent être pris en compte en plus du RGPD. On a des traitements qui nécessitent de faire des analyses d'impact. Donc, par exemple, c'est la vidéosurveillance ou la géolocalisation. C'est-à-dire que c'était des traitements qui, avant le RGPD, vous deviez demander une autorisation à la CNIL. La CNIL faisait tout un process et vous acceptez ou pas cette vidéosurveillance. Aujourd'hui, ce process n'existe plus, mais c'est au chef d'entreprise de le faire. Donc, le chef d'entreprise doit faire lui-même, avec son délégué à la protection des données personnelles, une analyse d'impact. Et une fois que cette analyse d'impact est faite, et seulement à ce moment-là, il peut mettre en place la vidéosurveillance et la géolocalisation. À savoir que tout ce qui concerne le droit du travail, l'inspection du travail est en partenariat avec la CNIL. Donc, l'inspection du travail peut vérifier que vous avez respecté le RGPD dans tous les éléments qui concernent le droit du travail. Donc, elle va vérifier que vous respectez la vie privée et par rapport au Code du travail et par rapport au RGPD. Elle va le faire pour les traitements qui sont dits spécifiques comme la vidéosurveillance et la géolocalisation et aussi sur le respect de la gestion du personnel où un référentiel a été mis en place par la CNIL il y a quelques mois qui permettent de savoir comment vous pouvez recruter, comment vous pouvez faire l'accès aux locaux, le contrôle des horaires, les outils informatiques, le télétravail, etc. Tout ça, vous avez une aide de la CNIL pour vous expliquer comment vous pouvez faire, tout en respectant à la fois, je répète, le RGPD et la loi informatique et liberté. Donc, il faut bien savoir que lorsque vous êtes dans une entreprise, le RGPD, vous devez le penser pour vos clients, pour vos sous-traitants, mais aussi pour vos salariés. Donc, vous avez 3 points de vigilance à chaque fois par rapport au RGPD qui vont se baser sur RGPD et des éléments de droit différents selon soit sur le code du travail, sur le code civil, etc. Ou si vous avez des sites internet, ça peut être aussi sur le code des postes et télécommunications. Donc, le RGPD, je dirais, c'est l'élément central. Et après, en étoile, on a tout le reste de la panoplie juridique qui est là pour protéger la vie privée des citoyens, que nous sommes tous. Nathalie, il y a une question, je peux vous interrompre? Bien sûr. Donc, il y a une question d'un participant. Donc, si j'achète chez Compass des adresses pour un mailing, faut-il vérifier chez Compass qu'elle a fait le nécessaire au niveau de la conformité? Oui, parce qu'en fait, si vous l'achetez chez Compass, il faut vérifier quelle est la finalité. C'est-à-dire que si les entreprises ont donné leurs données personnelles, alors je parle de données personnelles, si vous avez sur le Compass des mails qui sont des mails génériques, vous pouvez les utiliser parce que là, on n'est pas en présence de données personnelles. Par contre, si vous avez un nom, un prénom, puis une racine d'entreprise, là, on est dans une donnée personnelle. Donc, il faudra vérifier si l'entreprise a donné l'autorisation qu'elle soit démarchée pour du commerce électronique ou c'était simplement pour être référencé dans un site, sur son site Compass.
Je vous donne un exemple, par exemple, sur les experts comptables ou les avocats qui ont un annuaire d'avocats et un annuaire d'experts comptables qui est public, mais la finalité est de les contacter dans le domaine de leur travail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre, par exemple, le listing d'avocats et le listing d'experts comptables, bien qu'ils soient publics, pour leur envoyer un mailing, pour leur vendre du papier ou des stylos ou des voitures. Vous pouvez utiliser ce listing uniquement pour les contacter dans le cadre de leur prestation, parce qu'ils n'ont pas donné l'autorisation pour autre chose. Donc, le fait que des éléments soient publics ne veut pas dire que vous pouvez les utiliser. Ils sont publics pour une finalité bien précise, donc il faut savoir quelle est cette finalité, et alors vous pouvez l'utiliser si la finalité correspond à ce que vous voulez faire. Par contre, si elle ne correspond pas, vous ne pouvez pas l'utiliser, même si c'est public. Je pense par exemple à LinkedIn, où on retrouve des adresses et des numéros de téléphone, mais certaines personnes, par exemple, n'ont pas coché en recherche d'emploi, donc vous ne pouvez pas les démarcher si vous avez un emploi à leur proposer parce qu'elles n'ont pas accepté cette finalité-là. Elles sont juste là sur LinkedIn pour d'autres finalités, mais en tout cas pas celle-là. Donc il faut toujours vérifier quelle est la finalité du listing que vous avez entre les mains pour savoir si vous pouvez l'utiliser ou pas. J'ai répondu à votre question? Vous pouvez nous répondre Par un petit pouce, un petit pouce, un petit cœur. Oui. Voilà. Super. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à arrêter. Donc, j'avais encore une partie que je voulais mettre en point de vigilance, c'était la partie fusion et acquisition d'entreprises. Je voulais juste vous attirer votre attention si vous avez l'intention de vendre ou d'acheter ou de fusionner, parce qu'on a pas mal de jurisprudence sur l'annulation de vente de fichiers, justement clients, parce que les entreprises n'ont pas pu démontrer que c'était des listings qui étaient conformes RGPD. Donc, du coup, la vente de l'entreprise se fait, mais le listing, en fait, étant illicite, ne peut pas être vendu. Donc, vous vous retrouvez vidé finalement de l'intérêt d'avoir souvent cette entreprise, c'est de se retrouver sans le listing de client. Donc, avant d'acheter, de vendre ou de fusionner, bien vérifier qu'on est conforme RGPD pour ne pas avoir, comme en octobre 2022 pour une entreprise italienne, d'avoir la Cour de cassation qui décide que cette vente est illégale et qui annule l'action de cession parce que l'entreprise n'était pas conforme RGPD et que ses listings clients ne l'étaient pas non plus. Donc, dans ces cas-là, c'est difficile. Vous vous retrouvez à avoir acheté un produit finalement qui ne vous sert à rien. Il est très difficile ensuite de pouvoir faire de recours pour récupérer les sommes que vous avez versées pour vendre ou acheter ces entreprises-là. Je vous ai mis aussi une enseigne que vous avez certainement entendue, Camaïeu, qui était en liquidation judiciaire. Et là, du coup, ils ont été un petit peu plus prudents que dans les deux exemples que je vous ai cités avant, parce que au moment de décider de mettre en vente aux enchères le listing client qui comptait quand même 4 millions de clients et qui était très intéressant pour bon nombre d'entreprises qui souhaitaient le racheter, finalement, ayant vérifié qu'ils étaient dans l'incapacité de prouver que toutes les données étaient conformes à RGPD, ils ont finalement renoncé à le vendre, ce qui est vraiment très dommage pour Camaïeu puisque ça avait été quantifié en des sommes qui étaient très importantes et qui auraient été vraiment utiles aux salariés et à tous les personnes qui étaient en attente d'avoir un paiement de Camaïeu. Mais comme on n'a pas pu prouver que c'était conforme à RGPD, là, ils ont renoncé pour éviter d'avoir le même exemple que tout à l'heure dont je vous parlais, où finalement, on a eu une annulation des ventes. Je vous avais parlé aussi de la sanction de EDF. Donc, je vous avais dit 300 000, mais c'est 600 000 euros. Parce que d'un côté, comme je vous ai expliqué, ils avaient acheté des listings et ils n'ont pas pu prouver qu'ils étaient conformes à RGPD. Et puis d'un autre côté, ils n'avaient pas répondu à ce qu'on appelle le droit à l'information. Et là, c'est justement la politique de confidentialité où, dans votre politique de confidentialité, vous devez avoir un certain nombre de motions d'information qui apparaissent. Et dans leur site, malheureusement, la politique de confidentialité n'était pas complète.
Donc, tous ces éléments-là ont fait que la CNIL l'a sanctionné. L'avantage pour nous, c'est que sa sanction a été rendue publique, ce qui n'est pas toujours le cas. La plupart du temps, quand la CNIL décide de la rendre publique, ça veut dire qu'elle nous attire l'attention sur les prochains contrôles qui vont être faits. Donc, de mémoire, il y avait 4 éléments qui étaient reprochés à EDF. Donc, ça veut dire que dans les mois à venir, ça risque d'être des points de contrôle. Donc, on se doute qu'il va y avoir des contrôles sur tout ce qui est prospection électronique et on se doute qu'il y aura des contrôles aussi sur tout ce qui est information et de recueil de données personnelles. Donc, si vous avez des sites Internet, vérifiez bien que vous avez les bandeaux qui sont conformes, vérifiez que votre politique de confidentialité soit aussi, votre politique de cookies l'est aussi, et vos mentions légales soient conformes aussi, puisque là, le message de la CNIL qui date d'il y a un mois, c'est attention, maintenant nous allons vérifier ça. Donc, je vous conseille de faire un petit tour sur vos sites pour voir si tout ça est conforme, en sachant que si votre site Internet n'est pas conforme RGPD, ça veut certainement dire que votre entreprise ne l'est pas non plus. Et donc, du coup, vous risquez d'être sanctionné pour l'un et pour l'autre. Je vous ai mis un peu les conséquences. Il y a une question? Il y a une question, Oui. Nathalie. Y a-t-il moyen de faire vérifier la bonne application RGPD dans une entreprise? À qui doit-on s'adresser? Alors, vous parlez de votre entreprise ou une entreprise sous-traitante? La réponse. La mienne, ok. Donc, pour savoir, alors déjà, si vous vous posez la question si votre entreprise est conforme RGPD, c'est qu'à mon avis, il y a des grandes chances que vous ne le soyez pas. J'ai justement le slide d'après, je vous ai mis tous les éléments qui permettent de savoir si vous êtes conforme RGPD ou pas. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, une certification n'existe pas. Et donc, pour prouver que vous êtes conforme RGPD, un des articles du RGPD demande à ce que vous ayez un certain nombre de documents. Et ces documents sont à produire pour savoir si vous êtes conforme RGPD ou pas. Donc, je passe vite ce slide. De toute façon, sur les pénalités, je vous en ai déjà parlé. Donc, voilà, c'était justement le slide après. Donc, c'est super. Donc, les documents qui prouvent que vous êtes conforme, donc je vous ai mis des petites cases, comme ça vous permet de cocher et vous verrez où vous en êtes. Donc, il vous faut un registre de traitement. Donc, le registre de traitement va permettre d'avoir toute la vie des données personnelles et de ce que vous en faites. Donc, on va avoir comment je collecte, à qui je le destine, comment je sécurise, qu'est-ce que j'en fais, comment je le sécurise, comment je le détruis, et ça pour toutes vos données personnelles. Vous avez un registre de sous-traitants. Donc là, on va mettre tous les sous-traitants avec lesquels, enfin pas tous les sous-traitants qui utilisent des données personnelles. Donc là, je vais mettre tous les sous-traitants que j'ai et je vais leur envoyer un questionnaire qui s'appelle un questionnaire de compliance, qui est en gros ce que vous allez là, ils vont me cocher qu'ils ont tout ça et ils vont me certifier sur l'honneur qu'ils sont conformes RGPD. Parce que demain, si j'ai un contrôle, je pourrais dire, moi j'ai fait ma part, j'ai vérifié qu'ils étaient conformes RGPD et donc je n'aurai pas la responsabilité de ce qu'ils font. Donc j'ai un registre. Sur ce registre, je mettrai quand j'ai envoyé le questionnaire de compliance et je mettrai ce questionnaire de compliance avec le résultat conforme, pas conforme. Il me faut un registre de violation. Donc c'est un registre de violation et vérifié par la CNIL. C'est là où je vais avoir toutes les failles informatiques ou organisationnelles qui sont de faibles risques, qui ne nécessitent pas que je prévienne la CNIL, mais qui nécessitent que j'ai mis en place une action. Donc, je vous donne un exemple. Je perds mon ordinateur, mais je sais que j'ai un VPN dessus et que personne ne pourra l'utiliser. Je le mets quand même dans le registre de violation, perte d'un ordinateur, conséquences et risques, il n'y en a pas puisque j'ai un VPN et personne ne peut l'utiliser, mais il faut que je fasse un rapport pour dire ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le registre de violation. On a les analyses d'impact, c'est-à-dire que vous devez être en capacité de savoir quand il y a une analyse d'impact qui va être nécessaire. Donc, je vous ai donné un exemple pour la vidéosurveillance, la géologue, le profilage, mais il en existe d'autres. En fait, la CNIL vous donne 9 critères. Sur ces 9 critères, si vous en cochez 2, vous êtes obligé de faire une analyse d'impact ou de ne pas faire le traitement. Il vous faut une politique de confidentialité. Ça, c'est le cas, on a vu où EDF s'est fait sanctionner parce qu'elle n'était pas suffisamment bien faite. Il vous faut une politique de cookies. Il vous faut une charte informatique avec un certain nombre d'éléments.
Il vous faut une procédure de transfert si vous transférez les données hors de l'Union européenne et il vous faut un plan de sécurisation des systèmes d'information. À ça s'ajoute une formation des personnes qui sont en contact des données personnelles. Et si vous avez une croix dans chaque élément, c'est parfait, vous êtes conforme. Mais là, question, ça concerne toutes les entreprises, Oui. Tous ces documents? Oui. OK. Alors, que vous soyez très grand ou que vous soyez très petit, c'est exactement le même nombre de documents, ils sont faits exactement de la même manière, sauf que pour vous donner un exemple, j'ai mis en conformité Croisi Europe, lui, il a un nombre, je ne sais plus, je crois qu'il y avait une centaine de fiches dans le registre. Alors, on parlait tout à l'heure, j'ai un cabinet de recrutement où elle est seule, il y en avait 10. Voilà. La différence, elle est là. Par exemple, son registre de violation, pour une très grande entreprise, c'est normal, il va y avoir plus de choses qui arrivent, des pertes, des vols, une tentative d'escroquerie, etc. On va le retrouver sur le registre, alors que la personne qui est toute seule en aura certainement moins. Mais tous ces éléments qui sont là sont exactement les mêmes pour tout le monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé à vous dire à qui ça s'adresse, et ça s'adresse à tout organisme, quelle que soit sa forme, qui utilise des données personnelles. Donc, il faut qu'il ait tous ces éléments-là. Mais pour certains, évidemment, une charte informatique pour une entreprise de 1500 personnes, c'est sûr qu'elle ne ressemble pas à celle qui en a 5, puisque même l'outil informatique ne sera pas les mêmes. Mais la base des documents que vous voyez là, ce sont en cas de contrôle de la CNIL ou de l'inspection du travail ou des commissaires aux comptes, ils vous demanderont ces documents-là. Donc, je vous ai quand même mis des points positifs, parce que je sais que je vous ai un petit peu bombardé depuis une demi-heure. Donc, c'est pour ça que j'avais mis comme titre « Un ami qui vous veut du bien », parce que tout de même, ce RGPD, cette loi informatique et liberté, a été faite pour protéger votre vie privée, notamment grâce aux cookies. Si on vous demande à chaque fois d'accepter ou de refuser les cookies, c'est parce que ça vous permet en fait de protéger votre vie privée. Parce que je vous rappelle que les cookies et les traceurs permettent de savoir où vous allez, ce que vous faites, ce que vous likez. Certains ont des traceurs aussi qui permettent de voir ce que vous avez sur vos ordinateurs. Donc, il faut, encore une fois, cette transparence et ce consentement. Si vous souhaitez, effectivement, ça ne vous dérange pas d'être tracé, pourquoi pas. Mais si vous n'en avez pas envie, la RGPD vous permet de ne pas être tracé. Il y a aussi ce droit à l'oubli qui est quand même très important. Ce droit à l'oubli qui vous permet, imaginons que vous soyez salarié d'une entreprise et que vous n'avez plus envie que cette entreprise ait des documents sur vous, ça vous permet de le faire. Imaginons que vous étiez sur Facebook à un âge où vous n'aviez pas conscience des répercussions de mettre des photos qui vous gênent après lorsque vous êtes salarié ou je sais pas, ou pour votre famille. Il faut que le RGPD vous ouvre la possibilité d'avoir un droit à l'oubli, ce qui n'est pas rien lorsqu'on a mis des choses qui finalement, sans y réfléchir, on ne pensait pas. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Le RGPD s'occupe aussi, la CNIL est en train de faire un travail très poussé sur l'intelligence artificielle, puisque, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais rapidement, on a une partie de l'intelligence artificielle où on prend des données personnelles et ces données personnelles, ensuite, on apprend à les utiliser à un logiciel. Donc, lorsqu'on a collecté ces données personnelles, il faut qu'on s'assure que ces données personnelles ont été données avec un consentement et qu'on sache exactement à quoi elles vont servir. Puisqu'après, ça part et on n'est pas forcément en capacité de savoir comment ça va être géré. Donc, il y a toute cette partie-là qui est en train d'être étudiée par le RGPD. Vous aviez entendu certainement parler de la reconnaissance faciale, notamment dans la ville de Nice, où un essai avait été fait donc, pour faire la reconnaissance faciale qui finalement n'était pas super concluant. Et donc, on peut comprendre aussi, en tant que citoyen, qu'on n'ait pas forcément envie d'être traqué avec une reconnaissance faciale pour savoir à quel restaurant on était, à quelle heure on est sorti, avec qui on s'est baladé dans la rue, etc. Donc, c'est quand même important d'avoir un garde-fou qui s'appelle RGPD ou Loi informatique et liberté pour préserver nos libertés. Un droit à l'image, c'est pour ça qu'on vous a demandé si on pouvait vous filmer ou pas. Vous n'avez pas forcément envie, si vous êtes, je ne sais pas, à la plage en maillot de bain, que votre image se retrouve sur un site internet alors qu'on ne vous a pas demandé votre avis. Et puis, tout récemment, vous avez peut-être entendu parler de une idée qu'avait le gouvernement de faire une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité. Et là, la CNIL est tout de suite intervenue en mettant son veto, puisque la carte d'identité ne peut en principe pas être utilisée en même temps que la carte vitale, puisque
vos données de santé ne doivent pas être vues par d'autres personnes que des professionnels de santé et pas un gendarme qui vous arrêterait parce que vous avez fait un excès de vitesse. Donc, l'idée de fusionner un anime était compréhensible pour éviter que des personnes utilisent des cartes vitales alors que ce n'était pas les leurs. Mais par rapport à la protection de la vie privée, c'est beaucoup trop dangereux d'avoir un élément de ce type-là qui puisse être utilisable par les services de police ou autres sans avoir l'autorisation d'un juge des libertés. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis des points positifs, puisque en tant que chef d'entreprise, parfois, ça ne peut pas être pénible, cet RGPD, mais en tant que citoyen, il faut bien se dire que quand même, on a un petit ange gardien qui est là pour nous garder ce jardin secret qu'on aime tant, notre vie privée, et qu'on puisse vivre tranquillement et qu'on nous demande notre avis sur notre vie privée, si on a envie de l'exposer ou pas. Donc, pour moi, en tout cas, c'est des points qui sont positifs. Pour les entreprises, il y a aussi des points positifs, comme je vous ai dit. Si vous avez un fichier, effectivement, que vous avez collecté de manière conforme RGPD, il a une valeur qui est importante, puisque vous avez vu celui de Camailleux, finalement, on n'en avait aucune, puisqu'il n'était pas conforme. Si vous le faites de manière conforme, vous pouvez le réutiliser, et selon les finalités que vous avez mises, pourquoi pas le revendre. Donc, il y a une valorisation de vos fichiers qui peut être mise en place, et une valorisation des organismes aussi qui sont conformes RGPD, puisque si vous avez des contacts avec des relations clients, les clients sont extrêmement sensibles à la protection des données personnelles, et le fait de mettre en avant d'être, comme on appelle RGPD friendly, a quand même démontré que les clients étaient plus conciliants et ont plus envie de travailler avec des entreprises qui soient conformes RGPD, parce que c'est aussi une manière d'être, et que la manière d'être est aussi très importante dans le monde des affaires. On a aussi une sécurisation des transactions qui est faite grâce au RGPD. Et puis, finalement, grâce à ce RGPD, on a des bonnes pratiques qui se mettent en place, comme de décider des durées de conservation des données, qui fait que vous n'avez pas des données qui sont là depuis 30 ans, qui finalement ne vous servent à rien, et dont vous avez un risque qu'elles soient utilisées à mal escient. Donc, il y a une bonne pratique qui va se faire, un ménage finalement, et des process qui vont se mettre en place, des process de protection de données, des process pour les RH, et des process pour le commercial et le digital, qui après permettent de travailler plus rapidement et d'avoir un gain de productivité. Donc c'est pour ça, je conclus, RGPD, un ami qui vous veut du bien. Voilà. Si vous avez des questions, c'est à votre tour. Oui, il y a eu quelques questions, on va les prendre. Alors, il y a une question, qui peut m'aider à me mettre en conformité avec la RGPD? Alors, pour vous mettre en conformité avec le RGPD, il faut que ce soit un juriste ou un avocat qui soit compétent dans le domaine de la protection des données personnelles. Dans mon cas, par exemple, je suis certifiée CNIL, ce qui me permet de vous mettre en conformité, de vous faire une attestation. Ce n'est pas une certification, mais une attestation qu'un juriste expert en données personnelles a fait votre mise en conformité ou a fait un audit et a vu que vous étiez conforme à RGPD. Et donc ça a une valeur Oui. pour la CNIL en cas de contrôle? Oui, c'est ça. En fait, vous avez deux systèmes. Soit effectivement, vous mettez en conformité, et vous pouvez être en conformité et avoir un DPO. Donc, le DPO, c'est un délégué à la protection des données personnelles. Donc, en fait, vous donnez à la CNIL, vous faites un ordre de mission, parce que c'est quand même un métier qui est réglementé. Donc, vous avez le DPO à un ordre de mission qui est signé par le chef d'entreprise et qui est remis à la CNIL. La CNIL vérifie que votre DPO est bien compétent, c'est-à-dire que c'est bien un juriste en protection des données personnelles, et à ce moment-là, il le nomme. Donc, il est nommé par la CNIL en tant que DPO de l'entreprise. Et vous êtes référencé sur le site du gouvernement comme organisme ayant un DPO. Ce qui veut dire que vous êtes conforme RGPD et que, du coup, au niveau de la CNIL, on sait que vous êtes suivi par une personne compétente dans les données personnelles et qu'elle vous a mis en conformité. Donc, cette partie DPO, je t'en parle un petit peu ou pas? Oui. Donc, en fait, le DPO est obligatoire pour certaines entreprises, c'est-à-dire celles qui ont plus de 250 salariés
ou qui sont des entreprises publiques ou qui utilisent des données à grande échelle. Donc là, c'est obligatoire, il n'y a pas le choix. Donc il faut que vous trouviez un juriste en protection des données personnelles et que celui-ci fasse une lettre de mission et ensuite il est nommé par la CNIL. Par contre, si vous n'êtes pas dans ces critères, la CNIL quand même encourage fortement à avoir un délégué à la protection des données personnelles puisque ça donne un gage que vous soyez conforme RGPD et que donc vous apparaissiez sur la liste des organismes avec un DPO, donc conforme RGPD. Donc là, encore une fois, NNC Data Protect fait ce genre de choses. Nous faisons des formations, mais aussi des mises en conformité et des prestations externes pour DPO, puisqu'en fait, finalement, un DPO interne, c'est pas forcément super, j'allais dire, rentable d'en avoir un à demeure, puisque vous n'allez pas pouvoir lui donner du travail toute l'année. Alors qu'un DPO externe, bah, vous allez prendre le temps qui vous est nécessaire, une journée par mois, une demi-journée tous les 3 mois, enfin selon ce que vous avez besoin. Donc le système de DPO externe est plus rentable pour les entreprises. Ok. Alors, j'ai une question de Marie-Elodie. Je lance tout juste mon activité. Comment concrètement être conforme? Et où trouver les différents documents précédents? Alors, comment être conforme? Donc, je reviens peut-être en arrière. J'arrive. Où est-ce qu'il est? Là. Donc, pour être conforme, vous devez avoir tous les documents. On ne voit plus l'écran, je pense. Vous avez plus l'écran? Il faut refaire le partage. Il faut refaire le partage. Donc, en fait, les documents que je vous avais donnés tout à l'heure, donc, vous pouvez voir les documents qui sont utiles et donc, vous devez avoir tous ces documents-là à disposition si on vous les demande. Je prends le voix à nouveau là? Là, c'est bon. Ah, vous êtes reparti du début. Ah, ok. Tac, je passe vite. Voilà. Donc, vous devez avoir tous ces documents-là pour prouver que vous êtes conforme RGPD. Par contre, je ne peux pas vous dire comment trouver ces documents, puisqu'en fait, ces documents doivent être rédigés. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir un juriste. C'est votre juriste, soit le vôtre, soit le juriste externe que vous aurez mandaté pour faire la mise en conformité, qui va vous faire tous ces registres-là, qui va vous faire tous ces process-là. On ne peut pas faire un copier-coller d'une entreprise à l'autre, puisque selon ce que vous faites, votre registre va être différent d'un autre. Si vous êtes une entreprise, je ne sais pas, là par exemple hier j'ai été voir un transporteur, bah, le transporteur ne va pas avoir le même registre que CroisiEurope dont je vous parlais tout à l'heure par exemple. Donc on ne peut pas faire un copier-coller, ils vont avoir la même base, mais ils vont se construire de manière différente. C'est la même chose pour la politique de confidentialité, puisque ce que vous allez demander comme données ne va pas être la même chose qu'une autre entreprise. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, il vous est précisé dans le RGPD que ce doit être un juriste en protection des données personnelles pour être sûr que ce qu'il va vous faire comme prestation est conforme par rapport au RGPD, parce que c'est relativement technique. Après, je précise que vous avez quand même des aides. Si vous êtes en création d'entreprise, il y a des aides qui sont accordées justement pour se mettre en conformité. Si vous dépendez d'OPCO, vous avez une partie de cette mise en conformité, puisqu'il y a des formations qui sont faites qui peuvent être prises en compte. Donc, vous n'êtes quand même pas lâché tout seul. Vous avez des possibilités d'aide financière pour faire cette mise en conformité. Et d'accompagnement, j'ajoute, auprès de la CCI également, Voilà. pour la création d'entreprise. Et évidemment, on s'appuie, on a aussi une équipe, des personnes qui ont des compétences de juristes et qui pourront aussi vous conseiller là-dessus. J'en profite. J'ai quand même vu, Nathalie, sur le site de la CNIL, des modèles de registres de traitement. Alors, effectivement, j'ai bien compris que c'était... il fallait vraiment l'adapter au contexte de l'entreprise, mais je crois qu'il propose ce genre de document. Non, en fait, il propose un Excel, mais qui est vide. D'accord. Donc, oui, bon, on a l'Excel, mais du coup, il est vide, quoi. Il n'y a rien dedans. On n'a pas de document pour se donner un ordre d'idée Bah, ils ne peuvent pas le faire, parce que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire, parce que imaginons qu'ils vous donnent un modèle. Après, vous dites, ah non, mais j'ai pris le modèle de la CNIL, maintenant vous me dites que c'est pas bon. Donc, du coup, ils ne veulent pas prendre le risque non plus. Donc, ils vous donnent, si vous voulez, le squelette, mais à vous de le remplir, quoi. Mais encore une fois, ce n'est pas de la mauvaise volonté, hein. C'est juste que si on vous donne un modèle et que tout le monde fait ce copier-coller en pensant bien faire, et qu'après, ils se sont sanctionnés, c'est pas juste non plus pour eux, quoi.
Donc, c'est-à-dire que si vous allez sur le site de la CNIL, on va vous en donner un qui est sous forme de Word et un autre qui est sous forme d'Excel, mais il est vide. Donc, à vous de savoir comment le remplir. Donc, on va vous dire, dans cette case, vous devez mettre les données personnelles. Dans cette case, vous devez mettre les traitements que vous faites. Dans cette case, vous devez mettre ce que je viens de vous dire, les bases juridiques, les temps de conservation, etc. OK, mais une fois qu'on vous l'a dit, le remplir, c'est compliqué. Mais oui, il existe des squelettes qui sont là pour que, en gros, vous sachiez ce que c'est, mais c'est difficile de les faire correctement si on n'en a jamais fait. Ok, ouais, c'est clair. Honnêtement, c'est un domaine qui est vraiment très technique. Parce que, par exemple, là, je vais vous parler des bulletins de salaire. Donc, dans le registre de traitement, on va avoir une partie RH, mais du coup, on va devoir chercher des bases juridiques et sur le code civil et sur le code du travail. Quand on va être sur la fiche marketing, il va falloir qu'on aille rechercher sur les directives e-privacy. On va devoir rechercher également sur le code des postes et télécommunications. Donc, si on n'est pas juriste, c'est difficile d'avoir ce schéma mental de où je vais chercher, qu'est-ce que je dois chercher, où je dois le chercher et comment le retranscrire, quoi, dans le registre. C'est ça le plus difficile. Ok, merci. Alors, on a une question on souhaiterait avoir vos coordonnées. Ah, là, donc je vous demande, parce que ce que je fais d'habitude, c'est que je les envoie oui. aussi avec le lien du Ok. replay. Donc, si vous êtes d'accord, je pourrais Oui, les bien sûr. transmettre à cette occasion. Ok, donc vous les aurez. Hein. Vous avez ensuite en bas aussi mon site internet qui s'affiche sur les pages si vous allez voulez faire un tour. Il y a une question également sur la présentation. Est-ce qu'elle pourra être transmise, envoyée Oui, ou... si vous voulez bien l'envoyer. Voilà, donc je vous l'enverrai. Donc je vous mettrai je mettrai les coordonnées de Nathalie et puis le document dans le mail hein, avec le lien du replay. Voilà, vous aurez tout ça. Et si Ok. vous avez des questions qui vous viennent par la suite, parce que là, c'est sûr que vous avez eu beaucoup d'informations, j'ai été un petit peu vite parce que je voulais tout vous dire, un peu condensé. Il se peut que vous ayez par la suite, demain ou cet après-midi, des questions. N'hésitez pas à les poser. Alors, je ne sais pas par quel biais on peut le faire, peut-être en passant par la CCI. Et après, vous me les transmettez ou me les transmettez directement, je ne sais pas. Parce que je suis bien consciente que souvent, quand je fais une présentation comme ça, tout de suite, les questions ne viennent pas et il faut un certain temps à décompter un peu et ensuite les questions viennent et on est un peu frustré parce que du coup, on ne peut pas les poser. Donc, c'est avec plaisir que j'y répondrai si vous le souhaitez. Bah, j'en profite du coup, je rebondis. Effectivement, vous pouvez nous transmettre vos questions à la CCI. Donc, on a une adresse mail. Je vais vous la donner, je vais vous la transmettre aussi dans le chat. C'est digital@alsace.cci.fr. Donc là, c'est une adresse générique, mais qui arrive directement dans notre pôle mutation digitale. Et donc, vous pouvez nous solliciter pour des besoins d'accompagnement, pour des besoins de mise en relation avec des experts hein, comme Nathalie, mais il y en a d'autres aussi qui existent. Nathalie en a un petit peu parlé, il y a des aides financières qui existent pour la mise en conformité RGPD. Nous, particulièrement, on est partenaire de l'Eurométropole de Strasbourg, si vous êtes présent sur son territoire, et de la région Grand Est, normalement vous y êtes. Il y a des conditions d'éligibilité, mais on peut financer certaines dépenses liées au digital de manière générale et notamment aussi à la mise en conformité dans le cadre d'une refonte de site web, par exemple. Vous voyez, donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins et vos projets à cette adresse mail avec un petit message et on reviendra vers vous et on étudiera l'éligibilité de votre entreprise et de votre projet à ces aides. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, vous pouvez même ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Non. Moi, j'avais noté peut-être quelques questions, quelques remarques. Bon, alors, juste, on peut peut-être juste dire, on a eu un échange avec Nathalie avant le webinaire. On va peut-être, on est en discussion pour éventuellement reconduire un webinaire, mais qui serait plus orienté sur le site web, la conformité du site web. Ça pourrait être même des audits de sites. D'aller voir deux, trois exemples de sites et pour voir si justement ils sont bien conformes donc à
à mentionner les critères, hein, la politique de cookies, la confidentialité, les mentions légales. Alors, c'est quelque chose, enfin, on en discute dans l'offre, du coup, on fait partager. Je donne des cours donc à l'université en droit des nouvelles technologies et c'est quelque chose que je fais souvent avec mes étudiants. Je leur propose d'aller sur des sites et on regarde ensemble. Finalement, on fait le robot CNIL qui vérifie les sites, mais on le fait en manuel. Et donc, je leur apprends à vérifier comment un site est conforme et à voir. Et en général, ils aiment bien faire ce type d'exercice. C'est assez plaisant et c'est pas difficile à faire. Et ça vous permet déjà d'avoir une idée de ce que c'est qu'un site conforme et d'un site pas conforme et des risques que l'on prend aussi, puisque je vous disais, le site Internet est la porte d'entrée pour les contrôles parce que je dirais, allez, 1 minute 50, on arrive à voir si un site est conforme ou pas conforme. Donc, si le site n'est pas conforme, c'est que l'entreprise ne l'est pas non plus. Donc, du coup, c'est un exercice qui est assez plaisant à faire, même assez ludique. Donc, oui, pourquoi pas, on pourrait organiser ça et puis voir ça. Ok, ouais, donc ça, on en discute avec Nathalie, ça sera probablement en fin d'année, novembre ou décembre, hein, mais vous serez informé, hein, de ce nouveau webinaire. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de nouvelles questions. Donc je pense on va conclure. Voilà, comme on se rapproche de midi, ben, je vous remercie. Je remercie Nathalie pour sa présentation, sa participation. Et puis, ben, on reste en contact. On a un nouveau webinaire de mémoire le 23 juin. Donc, non, le 22, pardon, c'est le jeudi 22 juin. Et donc, ça sera sur les outils collaboratifs et notamment la suite Microsoft. Voilà, comment collaborer dans l'entreprise, comment optimiser son organisation en interne, mieux gérer la productivité. Donc voilà, on va être autour de ces questions-là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous retrouvez les informations sur le site CCI sur la rubrique agenda. Voilà, ben, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup et puis à très bientôt. C'est un plaisir de vous avoir. Merci.